Yaorana Kaohanui et bienvenue sur Manava, votre émission info-service entre recyclage, économie circulaire, savoir-faire polynésien. Plusieurs projets innovants ont vu le jour au Fénois. Aujourd'hui, on va parler de papier écologique, de poudre de nacre, de bouteilles en canne à sucre ou encore de sacs en banane avec nos invités. Nous avons Marotea Vitra qui est directeur général de Biopac Tahiti, va nous parler de ses bouteilles en canne à sucre. Yarana. Yorana. Nous avons Hugues Cochard, donc co-gérant de Polynacre, qui va nous parler des huîtres perlières utilisées en poudre de nacre, Yarana. Yorana. Nous avons Ayana Champeau, fondatrice de Biobase Tahiti, qui va nous parler de ses sacs en banane, Yorana. Yorana. Et bien d'autres, bien sûr. Et enfin, Tiffany Vahinetoa, qui est élève en DNMAD au CMA et qui va nous parler des papiers écologiques réalisés à base de végétaux, Yarana. Yarana. On va commencer avec Hugues. Comment est-ce que tu es venu l'idée de transformer des coquilles d'huîtres perlières en engrais naturels? Comment est-ce que ça t'est venu? En 2019, on travaillait avec mon associé, avec la DRM, la Mhm. Direction des ressources marines, et ils avaient le projet de faire de la valorisation de la nacre. Donc on a commencé à explorer ce sujet, puisque mon associé est perlicultrice. Et donc on a vu qu'il y avait plusieurs options possibles, et notamment ce problème de nacre déclassée qui n'était pas utilisée. Donc on a commencé à faire des tests de broyage qu'on a amenés En poudre? en poudre, En poudre, oui. mais pour faire des tests biologiques, de façon à connaître les propriétés biologiques de la nacre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des applications intéressantes à faire avec des valorisations supérieures aux produits qui étaient actuellement importés. Mhm. Et donc, à partir de là, on a monté un dossier avec l'ADEME pour l'économie circulaire et la valorisation des produits locaux, qui a permis de commencer à faire le projet tel qu'il est aujourd'hui mis en œuvre. J'ai entendu dire avec des copains artisans que la poudre de nacre, c'était pas bon si tu le respirais, mais finalement, si on l'utilise d'une bonne manière, ça peut être utile dans plein de domaines. Oui, c'est utile pour l'agriculture, notamment pour Mhm. l'augmentation du pH des sols, c'est-à-dire pour que les plantes poussent mieux dans les sols des îles hautes comme Tahiti, Moorea ou Raiatea, parce que le pH est faible à 5,5 ou 6 et il faut le monter à 7. Donc on a un additif, un fertilisant de sol qui est la poudre de nacre et qui permet d'augmenter le pH, ou bien pour l'alimentation des poules qui ont besoin de calcium pour la solidité des coquilles. Et on Et donc, mélange cette poudre avec leur aliment? ouais, c'est un aliment pour poules. Alors, au Tuamotu, il n'y en a pas tellement besoin puisque il y a les aliments naturels dans le milieu Mhm. actuel, mais dans les élevages, il y a besoin d'un additif calcium qui a été jusqu'à maintenant importé et qu'on peut donc faire avec la poudre de nacre. On en parlera plus en détail plus tard. Pour l'instant, on continue notre tour de table avec Tiffany. Donc, comment ça s'est passé, la création de ces papiers écologiques réalisés donc à base de végétaux? Comment est-ce que c'est venu en tête de l'équipe pédagogique du CMA? Alors, c'est une initiative qui a été prise par mon directeur, donc du Centre des métiers d'art, Viri Mhm. Taimana. Ils se sont déplacés jusqu'en Nouvelle-Zélande où ils ont rencontré des artistes, artisans, et il y avait plusieurs ateliers qui étaient mis en place. Et ils se sont inscrits donc à un atelier de fabrication de papier avec une de mes profs. Et ils ont fabriqué du papier à partir de AOT, donc Ok. de mûri à papier, dans une pile hollandaise. Ils ont fait plein de tests, ils ont essayé plein d'expérimentations. Ils sont revenus avec l'idée de produire du papier local. Donc, partir d'un végétal pour finalement se retrouver avec un produit fini. Là, en l'occurrence, avec le Centre des métiers d'art, c'est du papier écologique, tout simplement. Mais dans la même idée, partir d'un végétal, Marotea, ce sont des bouteilles à base de canne à sucre. Comment est-ce que t'es venu l'idée? Tu as eu un déclic un jour? Alors, des déclics, on en a eu pas mal hein, Mhm. pour arriver à ce résultat, mais nous, on fabrique pas directement la matière première à partir de bagasse de canne à sucre, en fait. Elle est fabriquée à l'étranger et on travaille sous licence d'une société qui s'appelle Lis Packaging pour produire ces bouteilles, mais qui sont donc d'origine végétale, et c'est bien là le plus important. Donc ça a exactement les mêmes composantes, les mêmes caractéristiques que des bouteilles en plastique qu'on pourrait voir, mais différentes puisqu'elles sont plus éco-responsables, éco-durables. Alors complètement, puisqu'elles sont complètement biodégradables, hein. Quand on parle de biodégradabilité, c'est pas uniquement une bouteille qui va se dissoudre dans le milieu naturel, Mhm. puisqu'une bouteille en PET va mettre entre 500 et 1000 ans à se dégrader, elle se dégrade jamais complètement, hein.
des thèses à l'université sur les nanoplastiques, il y en a plus d'une dizaine. Et nous, voilà, on travaille avec des PLA, donc qui ne sont pas des PET, et qui sont donc des polymères voilà, d'origine végétale qui vont se dégrader complètement dans le milieu naturel. Donc c'est ça la révolution. Mhm. Et dans la même idée, finalement, Ayana, pourquoi des sacs en fibre de bananier? Alors aujourd'hui, vous faites beaucoup plus que des sacs, mais la base, c'était les sacs en bananier. Pourquoi en bananier? Alors, c'était toute une réflexion. On n'est pas parti sur le bananier par hasard. En fait, d'abord, j'avais pensé à une plante invasive, le Miconia, pour faire une pierre trois coups. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y aurait une limite à valoriser une plante qu'on n'a pas le droit de planter. Donc, je me suis basée plutôt sur les déchets inexploités du secteur agricole. Mhm. Donc, de là, j'ai répertorié les déchets d'ananas, donc les bananiers que je voyais ma mère déposer au bord de route. C'était important, c'est une fibre importante. Et tout le reste, en fait, la fibre de coco, après la fabrication du copra, ou la canne à sucre après l'extraction du rhum ou du Tout jus. ça. Mhm. Donc, en fait, après, j'ai fait mes tests avec celle-ci. Et le bananier, c'est celle qui a répondu le plus à mes attentes parce qu'elle avait pas besoin d'ajouter de colle. Elle a beaucoup de sève, en fait, en elle-même, la fibre. On appelle ça le glucose. Et en fait, ça fait qu'on n'a rien besoin d'ajouter. Donc, ça la laisse complètement compostable et souple, assez souple pour pouvoir la plier. Mhm. Oui, c'est vrai que ceux qui ont déjà coupé un bananier le savent, c'est ce qui tâche les vêtements finalement et c'est ce qui fait que ça colle aux doigts, etc. Et donc, par rapport à tous les tests que tu as pu faire, que ce soit canne à sucre, coco, etc., c'est celle qui finalement était aussi, je reviens sur ce terme, éco-responsable. Rajouter de la colle, ça aurait perdu cet aspect écologique. Tout à fait. Mais par contre, aujourd'hui, on l'utilise par exemple avec la fibre de canne à sucre pour augmenter la résistance de notre papier. On fait des mélanges parce que du coup, la canne à sucre, elle est très solide, mais très sèche. Donc, on fait des alliages entre bananier et canne à sucre et du coup, ça fait un papier à la fois résistant et souple. Et donc voilà, on fait des tests tous les jours et on trouve de nouveaux matériaux 100% locaux et 100% compostables. Et du coup, c'est ça qui nous motive. Alors, un point important que tu as dit, c'est l'utilisation du myconia. Donc, de base, ça partait d'une bonne volonté, finalement, éradiquer le myconia tout en l'utilisant pour qu'il n'y ait pas d'autres déchets. Et finalement, la difficulté, c'est que si tu as plus de demandes, il va falloir que tu en plantes et tu n'as pas le droit d'en planter. Enfin, on n'a pas le droit en général d'en planter, c'est ça? Exactement. En fait, je voulais pas baser tout mon business model sur une matière qui arriverait à une limite. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai exclu, elle est dans ma tête et je compte bien un jour faire une association avec des associations Mhm. pour justement faire une action par exemple, de production limitée ou voilà, pour une action pour cette plante invasive. Alors, on va rester sur cette plante-là invasive et on va se tourner du côté de Tiffany pour savoir est-ce que vous aussi, avec le Centre des métiers d'art, vous êtes déjà dit, ben tiens, on va utiliser telle ou telle matière et pourquoi vous êtes resté sur le mûrier à papier? Alors, on a fait plein d'essais de fibres. Ma mention en fait, est spécialisée dans les matériaux. Donc, on travaille surtout sur les fibres. En tous les cas, pour mon cas, ce sera sur le papier. Mhm. J'ai une amie qui travaille sur des plantes ou plutôt des espèces invasives, que ça peut être le Miconia, ça peut être la Tubinaria. Et ça va être on a chacune des procédés, des techniques de fabrication ou même des applications qui vont se croiser ou qui seront totalement différents. Mhm. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'essai sur le Miconia parce que je ne suis pas dans cette logique de travailler sur une matière première que je vais devoir, un peu comme Ayana l'a soutenu. Il y a une certaine limite à utiliser ces matières. Donc, je vais tendre à valoriser des matières premières qu'on utilise, par exemple, pour les costumes de danse, donc le puro, ou encore des matières qu'on retrouve pour faire du tapa, donc de la fibre de uru, de aoté, de ora. Et c'est un peu ce croisement que j'aime bien, d'allier des techniques innovantes modernes à des pratiques culturelles traditionnelles. Et justement, comment est-ce qu'on fait ces papiers? Est-ce que c'est comme le tapas que tu as cité, c'est-à-dire on prend le mûrier à papier, on le tape et puis bam, ça devient du papier? Je suppose que non. Dans l'essence du matériau, on peut dire que c'est un peu ça, c'est le fait de mélanger de la cellulose, des fibres avec de l'eau. Mhm. Et ce mélange de matière, le papier est composé, c'est donc c'est des prélèvements de fibres, j'essaie d'être claire, qui sont en suspension dans de l'eau.
Donc le tapas, dans son essence, c'est pareil, c'est de la matière première qui a été battue avec de l'eau qui va s'étaler au fur et à mesure et les fibres vont se croiser. Donc pour moi, je suis un peu ces procédés, même dans ma récolte. Je viens inciser le tronc, je viens récupérer le libère, je viens le traiter, etc. Dans la même idée de fabrication, finalement, Marotea, comment est-ce que ça fonctionne rapidement, ces bouteilles en canne à sucre? Comment est-ce qu'on ça... C'est quoi le procédé, tout simplement? Voilà, le procédé de transformation de la bagasse de canne à sucre ou tout autre type de fibre végétale, en fait, hein, parce qu'on peut utiliser du lin. Enfin, il y a énormément de fibres végétales qui s'y prêtent, mais la bagasse de canne à sucre, son avantage, c'est qu'elle est présente en très grosse quantité. Mhm. Hein, il faut se rappeler que la bagasse de canne à sucre, elle est issue de l'industrie sucrière, principalement. Celle du rhum en moindre mesure. On aimerait bien un peu plus, mais bon, c'est surtout le sucre. Et donc, voilà, la bagasse de canne à sucre, elle subit tout un tas de transformations avant de pouvoir fabriquer des polymères. Voilà, et ces polymères, ensuite, c'est eux qui sont stables, qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer des contenants de type bioplastique. Alors, ces contenants de type bioplastique, ce qui est très intéressant, c'est surtout on peut y incorporer d'autres fibres végétales qui sont réduites à l'état de poudre en les micronisant. Et donc là, on peut les introduire entre 5, 10, 15, voire 20%. Et c'est ça qui a tout son intérêt parce que, voilà, comme tous les acteurs qui sont ici sur ce plateau aujourd'hui, eh ben, on essaie de faire les choses localement. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler en économie circulaire, en circuit court, avec des matériaux qui sont biosourcés au maximum. C'est bien là l'intérêt de l'éco-conception. Et ça fait un cercle vertueux, justement. Je me tourne du côté de Hugues par rapport à l'utilisation de cette poudre de nacre. Finalement, ça peut être une solution pour les déchets de nacre de nos artisans. Par exemple, tu es une élève du Centre des métiers d'art juste à côté de toi. Ça permet de pouvoir réutiliser ces déchets, finalement, en bon Oui, escient. on récupère les déchets de nacre des artisans pour les broyer comme les coquilles qu'on récupère et qu'on trie par ailleurs, pour en faire les produits qui vont être mis en valeur par les agriculteurs. On travaille en collaboration avec la CAPL qui nous a beaucoup aidé pour l'accompagnement pour la communication auprès des agriculteurs, avec des fiches d'information sur les valeurs ajoutées, de mettre la coquille de nacre broyée en fonction de la granulométrie et de l'usage qu'ils veulent en faire pour les sols ou pour l'alimentation animale. Les Polynésiens, en général, l'adoptent facilement, cette poudre de nacre, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres projets, dans d'autres Oui, domaines? il y a pas de bon, faut prendre des habitudes. Ils ont l'habitude d'utiliser des produits importés, donc petit à petit, on fait une migration vers un produit local. Mais comme on a des propriétés 20% supérieures aux produits importés, on a Oui, quand donc ça même joue dans l'utilisation, un finalement. effet positif, surtout qu'on est au même prix. Donc du coup, ça a une valeur ajoutée supplémentaire. Et c'est local et c'est vertueux d'utiliser les produits locaux. Donc tout est bénéfique. Et puis, si on parle finalement de cette utilisation localement, il faut sensibiliser de plus en plus les agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser ce genre de produits. Bah, il faut sensibiliser surtout les perliculteurs pour qu'ils nous préparent les sacs de coquilles pour qu'on puisse les récupérer et favoriser le recyclage. Mhm. Parce que les coquilles, on les récupère dans toutes les îles de Polynésie et ensuite on les trie. Et il y en a une partie qui va à l'artisanat et ce qui n'est pas valorisable en artisanat, on le retraite et on le broie selon des types de qualités différentes. Et ensuite, on les conditionne en format de big bag ou de sac pour les différents usages. Mais on Alors, a besoin de l'aide des perliculteurs parce que c'est notre matière première hmm. et qu'au lieu de les jeter ou de les brûler, bah, c'est mieux qu'on puisse les recycler. Et ça, c'est des habitudes à prendre, mais comme ça se passe dans la vie normale, hein, les gens, ils n'ont pas l'habitude de trier. C'est des habitudes à prendre, c'est de la communication à faire, et petit à petit, ça se met en place. Justement, ces nacres sont utilisés principalement dans l'artisanat. Je vois, avant de continuer, qu'Ayana voulait répondre à quelque chose. Oui, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'est vrai que nous aussi, on a eu cette problématique, mais la solution qu'on a trouvée, c'est de monétiser, en fait, leur apporter un bénéfice supplémentaire à leurs déchets. Et donc là, ça les motive vachement plus. Et c'est logique, parce que du coup, ils ont un double bénéfice sur leur production et ils vont faire l'effort, du coup. Donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ce cercle vertueux, il n'y a aucun déchet finalement, tous les déchets sont réutilisés et puis vice-versa, c'est ça Ayana? C'est ça. Même nous, nos déchets, après, on en refait du papier parce qu'on a des chutes quand on produit nos emballages. Mhm. Et ça, on en refait du papier. Et en fait, au final, on s'aperçoit qu'on produit très peu de déchets dans cette production. Donc, c'est important de montrer qu'on peut vraiment faire quelque chose localement et répondre à des besoins locaux.
Hugues, je vois que tu voulais Oui, continuer. mais nous aussi, c'est monétisé. Mhm. Mais néanmoins, il faut quand même le ramasser. Et même s'il y a un peu d'argent avec ça, c'est un effort à faire parce que c'est pas organisé. Et donc, du coup, c'est un tas et faut se pencher, il faut mettre en sac, il y a du soleil, c'est pas facile. Mm. Donc, même s'il y a un petit prix de collecte, ou de récupération, qui est un bonus pour le perliculteur, c'est pas très significatif par rapport à leur économie classique de Ok. produits et de valorisation de la perle ou de la coquille de nacre. Mm. Voilà, on est dans des échelles qui ne sont pas du tout en rapport, quoi. Justement, Mm. cette valorisation de nacre, de perles, ça se passe principalement avec l'artisanat. Et si on y retourne avec Tiffany, ce papier que vous faites au Centre des métiers d'art, il a quoi comme but? Seulement l'art et l'artisanat ou il y a d'autres objectifs? Alors pour l'instant, on est encore dans un domaine de recherche, on a un encadrement. Mhm. On fait des recherches sur des applications possibles, innovantes, que ça peut être dans l'isolation, ça peut être dans l'ameublement. On essaye de pousser le plus toutes ces expérimentations, voir à quel moment, quelles sont aussi les limites du papier, parce que c'est des choses à prendre en compte, sinon on est toujours à l'état de projet d'étudiant et ouais. L'utilité, pourquoi pas, de ces papiers écologiques, ça serait de faire des livres, des reliures, un Petit Prince par exemple, en matière première locale, végétale. Et on reste sur ces pistes. On ne ferme aucune porte pour l'instant. Ça peut être aussi bien l'objet livre que du papier qui va être destiné à des artistes ou à des artisans. Mais bon, pour l'instant, ouais, on essaye et on verra bien où ça nous mène. Je me retourne vers Marotea. Aujourd'hui, bon, les bouteilles plastiques sont partout, hein, on le sait. Il y a de la pollution justement à cause de ça. Est-ce que en canne à sucre, on parlait de résistance, de praticité? Est-ce que c'est la même chose? Une bouteille en plastique et une bouteille en canne à sucre, hein, c'est exactement la même chose et la même résistance? Alors, ce qui est important, c'est de revenir aussi sur la notion, on parlait de déchets tout à l'heure, on parle plutôt de coproduits aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est vachement important parce que ça change aussi la mentalité qu'on a sur l'utilisation des choses. Naturellement, le coproduit, non, il est moins résistant aujourd'hui, très clairement. Voilà, c'est-à-dire qu'une bouteille qui va être fabriquée avec ces polymères, qui sont des chaînes plus courtes, naturellement, il va avoir moins de tenue au gaz. Donc c'est particulièrement pour les produits gazeux ou acides qu'il y a une plus grande sensibilité et donc il y a un risque simplement que quand vous avez une bouteille de soda que vous voulez remplir, et ben, le gaz, au bout de 2-3 semaines, vous n'en aurez plus. Donc ça ne va pas mettre en cause l'intégrité de la bouteille, mais par contre, ça va mettre en cause l'intégrité du produit. Et ça, c'est pas super. Mais sinon, le produit en lui-même, non, pendant quelques années, s'il est utilisé correctement, c'est un produit stable. Mhm. En plus de ça, il est biodégradable, donc vraiment tous les aspects bénéfiques du produit. Exactement, il est 100% biodégradable. Après, il est biodégradable dans des conditions de compost industriel ou d'enfouissement. Donc là, ce qu'on est en train de faire, alors ce sont des produits naturellement qui ont été validés selon certaines normes qui sont très bien définies, dont je ne connais pas le nom par cœur, comme ça, mais tu vois, c'est pas très très intéressant à retenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un produit qui a été certifié, validé, testé, accrédité. Et ce qui est encore plus intéressant pour nous localement, on en revient encore au circuit court, eh bien, c'est qu'il soit donc traitable directement localement sans avoir à les réexporter. Parce qu'aujourd'hui, une bouteille en plastique, voilà, je vais reprendre l'exemple que j'aime bien et je suis désolé pour les importateurs d'eau, mais voilà, quelles que soient les marques, quand on importe une bouteille d'eau, c'est une catastrophe écologique. Pourquoi? Parce qu'on se donne bonne conscience. On boit une bouteille d'eau, on l'achète, on l'a terminée, on la compacte, on la met dans le bac vert. On se donne bonne conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que quand on fait ce geste, en fait, il sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que la bouteille, elle est partie de métropole, elle a fait la moitié du tour de la Terre pour arriver ici, elle est bue, elle est mise dans le bac vert, elle est compactée, elle est renvoyée à Motuuta, et de Motuuta, elle repart en Nouvelle-Zélande pour être traitée. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est satisfaisant comme schéma? Donc évidemment que non, évidemment que non. Évidemment qu'il faut continuer à trier les déchets et mettre dans le bac vert. Évidemment que c'est vertueux, mais c'est pas du tout satisfaisant. Voilà, donc globalement, c'est une bouteille, pour ce type de contenant en tout cas, qui est très vertueuse, évidemment. Et je vois que Ayana voulait réagir.
Par rapport à... Ah, je te voyais réagir, c'est pas grave, on Non, va pouvoir continuer directement. C'est d'accord. D'accord. On va pouvoir continuer sur tous les autres produits et surtout de ce cercle vertueux. J'y reviens puisqu'aujourd'hui, vous travaillez ensemble justement avec Marotea. Est-ce que tu peux nous parler de cette synergie? Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, la synergie qu'on peut tous avoir localement, Mhm. c'est un peu l'essence que j'ai envie de mettre en place ici. C'est que, par exemple, nous, on récolte ben, ce qui n'est pas produit, enfin, ce qui n'est pas valorisé pour eux, Mhm. pour apporter du coup de l'emploi local, de la valorisation de nos richesses et en même temps proposer des alternatives donc, qui répondent à la pollution, en tout cas pour baisser cette pollution. Et en- dans dans tous les secteurs, en fait, on peut arriver à identifier des relations entre nous, faut toujours discuter et voir comment est-ce on peut travailler ensemble, en fait. Donc, comme ici, par exemple, en l'occurrence, puisque vous travaillez avec Biopact Haiti, en tout cas les autres produits que Marotea propose. Et puis, je reviens du coup vers toi, Marotea, pour parler de la prochaine étape. Ça va être quoi? La distribution de ces bouteilles? Alors, oui, la distribution, mais avant ça, je tiens à rebondir un peu sur le propos d'Ayana, quand même, Oui. qui est très intéressant, et d'aller plus loin. Bon, il y a plus que des synergies entre nous. Aujourd'hui, on s'est rassemblés, on a créé une association dont Ayana est présidente, qui s'appelle les éco-concepteurs, et qui vise naturellement à la valorisation des produits issus de l'éco-conception, et surtout, et l'objectif, c'est de protéger, de valoriser, parce que aujourd'hui, nos produits, ils sont peu disponibles, ils sont encore un peu chers, c'est encore un peu archaïque. Mais pourquoi? Parce que c'est pas grandement accepté par tout le monde et parce que ça fait très peu de temps qu'on le fait. Dans 30 ans, quand il y aura plus que ça, les coûts vont baisser, l'accessibilité, tout ça va beaucoup, beaucoup s'améliorer. Et donc, cette association, elle est très importante parce que, et j'insiste un peu là-dessus, parce que voilà, le fait d'être unis fait qu'on n'avance pas chacun de son côté et que on montre aussi à notre gouvernement, à nos décideurs, à nos dirigeants qu'on est des gens fiables, qu'on s'inscrit dans la durée, que c'est pas un one shot, que c'est pas que pour se faire du blé. Et c'est aussi parce qu'on a une conscience environnementale, mais sociale également. C'est magnifique, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens, comment dire, sont prêts à faire cette transition? Avant de revenir vers vous, je vais me tourner vers Hugues. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont besoin, par exemple, de cette nacre mise en poudre sont capables de faire ce choix-là? Tu nous parlais de prix tout à l'heure et d'efficacité. Ça, c'est plus ou moins facile dans ton cas, je suppose? Oui, c'est plus ou moins facile, puisqu'on est au même prix que ce qu'ils ont l'habitude de consommer pour ceux qui en consommaient. Mhm. Mais en fait, il y a un travail qui est fait par la direction de l'agriculture pour inciter les agriculteurs à améliorer leur qualité de production. Pour éviter la maladie du cul noir de la tomate, il faut faire un amendement calcique, donc en poudre de nacre, et ça supprime la maladie. Sauf qu'il faut que les agriculteurs en prennent l'habitude et fassent les amendements nécessaires pour que ça se produise. Mhm. Donc il y a plus une phase de communication et de sensibilisation qui est faite par la direction de l'agriculture et la CAPL pour que tous les agriculteurs soient à même de pouvoir utiliser de manière efficace les produits qu'on est capable de leur proposer. Marotea, toujours sur cette question de est-ce que les entreprises, le public est prêt à faire ce choix? Ah, je crois qu'aujourd'hui, complètement. Aujourd'hui, les gens sont demandeurs. Voilà, ça a été initié avant le Covid. Ensuite, le Covid nous a ramené à des réalités, je dirais, sanitaires essentielles, de santé même, d'enjeux publics. Voilà, une pandémie, ça a stoppé tout autre enjeu que la santé. Mais l'environnement, il y avait déjà une conscience forte avant. Et aujourd'hui, il y a une vraie conscience environnementale. Et pas que. Il y a aussi une conscience que, en plus d'être bienveillant envers notre environnement, on est bienveillant envers nous-mêmes, et puis les produits sont de plus en plus accessibles. Voilà, en termes de prix, nous aussi, on est quand même accessible. On est un petit peu plus cher, mais voilà. Donc le lancement, tu me posais la question tout à l'heure. On va lancer donc les ventes en avril. Voilà, on a fait notre inauguration d'usine il y a un mois. On est en train de produire notre stock. Et on va lancer notre commercialisation en avril, donc on va être distribué effectivement un peu partout, y compris dans les îles. Et donc l'idée, c'est de produire aussi et de ne pas assassiner le consommateur, parce que sinon ça ne marchera pas.
Donc il faut aussi un prix correct. Mais qui dit prix correct dit les éco-concepteurs, dit un rassemblement et dit des incitations fiscales, dit un protectionnisme aussi vis-à-vis de nos Bien. petites sociétés qui sont fragiles, Donc il y a encore tout un chemin à vis-à-vis faire. des grosses Tout un- sociétés qui ont pignon sur rue et qui aujourd'hui ont les capacités de nous contrer. C'est pas forcément le bon terme parce que je pense qu'eux aussi ils sont dans la mouvance et ils ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose de plus vertueux. Mais voilà, ça reste très fragile et donc en termes de prix, nous on va proposer ce qu'on peut faire, mais on n'aura pas forcément la même flexibilité et la même souplesse que pourraient avoir les autres. Et on attend beaucoup de notre gouvernement de ce côté. Aujourd'hui, est-ce que, Yana, tu aurais un message à faire passer très rapidement à la jeunesse qui nous regarde? C'est peut-être eux qui vont prendre en main toutes ces initiatives, tous ces concepts. Alors oui, les jeunes, maintenant, il faut prendre soin de notre environnement. On peut créer des business qui marchent en valorisant nos ressources locales. On peut réaliser nos rêves tout en ayant un impact positif. Alors foncez et ne basez-vous pas que sur le tourisme ou nos paysages. On a d'autres choses à valoriser. Magnifique. Et c'est sur cette belle conclusion que nous allons pouvoir finir cette émission. Merci, messieurs, mesdames, d'être venus sur notre émission Manava. Nous, les amis, on se retrouve demain. Bonne soirée sur TNTV avec votre V à Tahiti à 18h. Nous, même heure, même endroit, demain à 17h. Maururi Totato Faririra, Trahoma Parhena.